La République de Platon, livre 4e, suite. Essayons donc de déterminer de la sorte si ces éléments sont identiques entre eux ou différents. Comment ? Il est évident que le même sujet en la même de ses parties, et relativement au même objet, ne pourra produire ou éprouver en même temps des effets contraires. De sorte que, si nous trouvons ici des contraires, nous saurons qu'il y a non pas un mais plusieurs éléments. Soit. Examine donc ce que je dis. Parle. Est-il possible, demandai-je, que la même chose soit à la fois immobile et en mouvement, en la même de ses parties ? Nullement. Assurons-nous-en de façon plus précise encore, de peur qu'en avançant, il nous vienne des doutes. Si quelqu'un prétendait qu'un homme qui se tient par ailleurs immobile, mais qui remue les bras et la tête, est à la fois immobile et en mouvement, nous estimerions, je pense, qu'il ne faut pas s'exprimer ainsi, mais dire qu'une partie de son corps est immobile et l'autre en mouvement, n'est-ce pas ? Oui. Et si notre interlocuteur poussait plus loin la plaisanterie, disons avec subtilité que la toupie est tout entière immobile et en mouvement quand elle tourne retenue au même endroit par sa pointe, ou qu'il en est de même de quelque autre objet mis en cercle autour d'un point fixe, nous n'admettrions pas ces allégations parce que ce n'est pas dans les mêmes de leurs parties que de telles choses sont alors en repos et en mouvement. Nous dirions qu'elles ont un axe et une circonférence, que par rapport à l'axe elles sont immobiles, puisque cet axe n'incline d'aucun côté, et que par rapport à la circonférence elles se meuvent circulairement. Mais lorsque le corps en mouvement incline avec lui la ligne d'axe vers la droite ou vers la gauche, et vers l'avant ou vers l'arrière, alors il n'y a immobilité sous aucun rapport. C'est exact, dit-il. Donc, de pareilles objections ne nous effrayeront point, pas plus qu'elles ne nous persuaderont qu'un même sujet, en la même de ses parties, et relativement au même objet, éprouve soit ou produise à la fois deux choses contraires. Certes, quant à moi, elles ne me persuaderont pas. Cependant, poursuivis-je, afin de n'être pas obligé d'allonger en parcourant toutes les objections semblables et en nous assurant de leur fausseté, supposons notre principe vrai et allons de l'avant, après être convenus que si jamais il se révèle faux, toutes les conséquences que nous en aurons tirées seront nulles. Voilà, dit-il, ce qu'il faut faire. Maintenant, repris-je, poseras-tu qu'approuver et désapprouver, désirer une chose et la refuser, attirer à soi et repousser, sont des contraires entre eux, qu'il s'agisse d'acte ou d'état, car cela n'implique aucune différence. Assurément, répondit-il, ce sont des contraires. Or donc, ne placeras-tu pas la soif, la faim, les appétits en général, et aussi le désir et la volonté dans la première classe de ces contraires que nous venons de mentionner ? Par exemple, ne diras-tu pas que l'âme de celui qui désire recherche l'objet désiré, ou attire à soi ce qu'elle voudrait avoir, ou encore, en tant qu'elle voudrait qu'une chose lui soit donnée, se répond à elle-même, comme si quelqu'un l'interrogeait, qu'elle approuve cette chose en le désir, ou elle est de l'obtenir ? Si, je le dirais. Mais quoi ? Ne pas consentir, ne pas vouloir, ne pas désirer sont des opérations que nous classerons avec celles de repousser, d'éloigner de soi, et toutes les contraires des précédentes, n'est-ce pas ? Sans doute. Cela posé, ne dirons-nous pas qu'il existe une classe des désirs et que nous appelons les plus apparents d'entre eux la soif et la faim ? Nous le dirons, répondit-il. Or, l'une est le désir de boire et l'autre celui de manger. Oui. Maintenant, la soif en tant que soif est-elle dans l'âme le désir de quelque chose de plus que de ce qui vient d'être dit ? Par exemple, est-elle soif de boisson chaude ou froide, en grande ou petite quantité, bref, d'une certaine sorte de boisson ? Ou bien est-ce la chaleur, se joignant à la soif, qui produit le désir de boire froid, ou le froid celui de boire chaud, tandis que la soif en elle-même n'est que le désir de l'objet assigné à sa nature, la boisson, comme la faim est le désir de la nourriture ?
Il en est ainsi, dit-il. Chaque désir pris en lui-même n'est désir que de l'objet même assigné à sa nature, ce qui s'y ajoute se rapportant à telle ou telle qualité de cet objet. Et qu'on ne vienne pas, poursuivis-je, nous troubler à l'improviste en disant que personne ne désire la boisson mais la bonne boisson, ni la nourriture mais la bonne nourriture, car tous les hommes désirent les bonnes choses. Si donc la soif est désir, elle l'est d'une bonne chose, quelle que soit cette chose, boisson ou autre, et il en est de même des autres désirs. Cette objection, observa-t-il, paraît cependant avoir quelque importance. Mais à coup sûr, répliquai-je, tout objet en rapport avec d'autres, pris dans telle de ses qualités, est, je pense, en rapport avec tel objet, pris en lui-même, en rapport seulement avec lui-même. Je ne comprends pas, avoua-t-il. Tu ne comprends pas, dis-je, que ce qui est plus grand n'est tel que par rapport à autre chose, si fait, à ce qui est plus petit, oui, et ce qui est bien plus grand n'est tel que par rapport à ce qui est bien plus petit, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui a été plus grand par rapport à ce qui a été plus petit, ce qui sera plus grand par rapport à ce qui sera plus petit, certainement. Maintenant, pour le plus à l'égard du moins, le double à l'égard de la moitié, le plus lourd à l'égard du plus léger, le plus vite à l'égard du plus lent, le chaud à l'égard du froid, et pour toutes les autres choses semblables, n'en est-il pas de même? Si, tout à fait. Et le principe ne s'applique-t-il pas aux sciences? La science prise en elle-même est science du connaissable en lui-même ou de l'objet, quel qu'il soit, qu'on doit lui assigner. Mais une science déterminée est science d'un objet de qualité déterminée. Je m'explique. Lorsque la science de construire des maisons naquit, ne fut-elle pas distinguée des autres sciences au point d'être appelée architecture? Si. Parce qu'elle était telle qu'elle ne ressemblait à nulle autre science? Oui. Or n'est-elle pas devenue telle lorsqu'elle s'est appliquée à un objet déterminé? Et n'en est-il pas ainsi de tous les autres arts et de toutes les autres sciences? Il en est ainsi. Reconnais donc, poursuivis-je, si maintenant tu me comprends, que c'était là ce que je voulais dire. Tout objet en rapport avec d'autres, pris en soi-même, n'est en rapport qu'avec soi-même, pris dans telle de ses qualités, en rapport avec tel objet. Du reste, je ne prétends point que ce qui est en rapport avec tel objet soit semblable à cet objet, que par exemple la science de la santé et de la maladie soit elle-même saine ou malsaine, et la science du bien et du mal bonne ou mauvaise. Mais dès que la science n'est plus science du connaissable en soi, mais de tel objet, ici la santé et la maladie, il lui vient une détermination, et de ce fait, elle n'est plus appelée simplement science, mais science médicale du nom de l'objet particulier qu'elle assume. Je comprends ta pensée et je la crois vraie. Et la soif, demandai-je, ne la rangeras-tu pas, d'après sa nature, dans la classe des choses en rapport avec d'autres? La soif, assurément, se rapporte, je les rangerai, dit-il, elle se rapporte à la boisson. Or, telle soif se rapporte à telle boisson, mais la soif en elle-même ne se rapporte point à une boisson en grande ou petite quantité, bonne ou mauvaise, bref, à une espèce particulière de boisson. La soif en elle-même se rapporte par nature à la boisson même, parfaitement. Par suite, l'âme de celui qui a soif, en tant qu'elle a soif, ne veut pas autre chose que boire. C'est là ce qu'elle désire, ce vers quoi elle s'élance, évidemment. Si donc, quand elle a soif, quelque chose la tire en arrière, c'est en elle un élément différent de celui qui a soif et qui l'entraîne comme une bête sauvage vers le boire, car, avons-nous dit, le même sujet dans la même de ses parties, et relativement au même objet, ne peut produire à la fois des effets contraires. Certes non. De même, je pense, on aurait tort de dire de l'archer que ses mains repoussent et attirent l'arc en même temps, mais on dit très bien que l'une de ses mains le repousse et l'autre l'attire, assurément. Maintenant,
Affirmerons-nous qu'il se trouve parfois des gens qui, ayant soif, ne veulent pas boire? Sans doute, répondit-il, on en trouve beaucoup et fréquemment. Eh bien, repris-je, que dire de ces gens-là, sinon qu'il y a dans leur âme un principe qui leur commande et un autre qui leur défend de boire, celui-ci différent et maître du premier? Pour moi, je le pense. Or, le principe qui pose de pareilles défenses ne vient-il pas, quand il existe, de la raison, tandis que les impulsions qui mènent l'âme et l'attirent sont engendrées par des dispositions maladives? Il le semble. Par conséquent, poursuivis-je, nous n'aurons pas tort d'estimer que ce sont là deux éléments distincts entre eux, et d'appeler celui par lequel l'âme raisonne l'élément rationnel de cette dernière, et celui par lequel elle aime, a faim, a soif et vole sans cesse autour des autres désirs, son élément irrationnel et concupiscible, ami de certaines satisfactions et de certains plaisirs. Non, dit-il, nous n'aurons pas tort de penser ainsi. Admettons donc que nous avons discerné ces deux éléments dans l'âme. Mais le principe irascible, par quoi nous nous indignons, constitue-t-il un troisième élément, ou est-il de même nature que l'un des deux autres, et lequel? Peut-être est-il de même nature que le second, le concupiscible. Il m'est arrivé, repris-je, d'entendre une histoire à laquelle j'ajoute foi. Léontios, fils d'Aglaïon, revenant un jour du Pirée, longeait la partie extérieure du mur septentrional lorsqu'il aperçut des cadavres étendus près du bourreau. En même temps qu'un vif désir de les voir, il éprouva de la répugnance et se détourna. Pendant quelques instants, il lutta contre lui-même et se couvrit le visage. Mais à la fin, maîtrisé par le désir, il ouvrit de grands yeux et courant vers les cadavres, « Voilà pour vous, mauvais génie, dit-il, emplissez-vous de ce beau spectacle. » J'ai moi aussi entendu raconter cela. Ce récit, fis-je observer, montre pourtant que la colère lutte parfois contre les désirs, et donc qu'elle en est distincte. Il le montre en effet.